Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Donc, comme vous le savez déjà, Tendance IMO, c'est une mission qui est là pour vous aider, pour vous conseiller, bref, pour vous guider dans tous vos projets immobiliers, que vous soyez propriétaire, locataire ou même futur acheteur. Cette émission est pour vous. Et comme à l'habitude, je suis toujours accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. Bonjour. Ben oui, toi? Oui. Donc, Marie-Ève, aujourd'hui, on le sait, Noël arrive à grands pas. Donc, c'est sûr qu'on va parler des décorations de Noël. Les gens, j'ai même vu déjà des maisons qui sont déjà décorées. Oui. Donc, c'est assez... Il y en a qui commencent très tôt. Oui, c'est assez impressionnant. Déjà, le lendemain d'Halloween, il y a des maisons qui sont déjà décorées. Donc, on va parler des décorations. Ça va nous donner aussi la clé d'un éclairage sécuritaire pour Noël. Parce qu'on sait ça peut être dangereux, donc on veut faire ça comme il faut. Et on va parler aussi des décorations professionnelles. Oui. De plus en plus populaires, je pense, les gens qui ont soit qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas nécessairement mettre l'énergie là-dessus. Donc, des gens qui préfèrent payer pour, exactement, pour avoir une décoration clé en main. Exactement. Donc, on va voir ça. Mais moi, je crois aussi personnellement que c'est bien de faire ça en famille, mais c'est un choix. Et on va parler aussi des maisons, encore une fois. Donc, lorsqu'on cherche la maison, donc c'est très important aussi de trouver le quartier. Oui. Donc, souvent, on oublie. On n'achète pas seulement la maison, dont on doit aussi... quand on reste chez soi, on ne reste pas cloîtré. Hein, donc, le quartier, il faut l'aimer. Il faut aimer être chez... Vraiment, que ce soit à l'intérieur, oui, exactement. Exactement. Puis, en lien avec ça aussi, on va parler du quartier aussi, de comment transformer le quartier pour avoir un quartier vivant, plus festif. On a des enfants, il y a aussi tout l'esprit communautaire aussi. Donc, il faut donner vie au quartier. Puis, ce qui peut aussi ramener plus de valeur, dans le fond, au quartier, justement, en y participant, tout ça. Quand après ça, tu veux vendre ta maison, bien, c'est toujours intéressant d'ici, dans le quartier, il se passe telle chose. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est bien. Absolument. Donc, on y va. On va parler des fêtes éco-énergétiques. Oui. En fait, donc, comme tu as dit tantôt, les gens ont déjà commencé à décorer. On installe des Pères Noël, des décorations, des lumières. Il y en a qui utilisent vraiment beaucoup de lumière. Hein. Puis, des fois, on ne pense pas nécessairement à... Tu sais, on se dit, bon, tu sais, que je mette quelques lumières pendant Noël, ça ne va pas faire exploser ma facture d'électricité. C'est sûr que juste, par exemple, toi, ta maison, non, ça ne va pas faire bondir incroyablement ton tarif. Mais si on parle que c'est multiplié par 3,5 millions d'utilisateurs au Québec... C'est ça, c'est là que ça devient beaucoup. Oui, c'est sûr que là, ça surcharge. Puis en fait, en plus, c'est l'hiver, donc les chauffages, puis tout le kit. Alors, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup de consommation en même temps. Oui, donc il y a quand même moyen de faire attention. Si quelqu'un fait un peu attention, donc c'est sûr que ce serait préférable. Puis... En fait, une des choses qu'on peut faire, c'est vraiment de limiter le nombre d'heures qu'on reste les lumières allumées. En fait, comme tu parlais, déjà dès l'Halloween, il y en a qui mettent leurs lumières, qui les allument. C'est peut-être pas nécessaire. Non, c'est ça. On peut attendre un peu une semaine ou deux. Si on dit, par exemple, à partir du 1er décembre, bien là, on se met dans les fêtes, dans l'esprit des fêtes. Oui, l'esprit des fêtes, tout ça, on commence à décorer. Donc, déjà, on vient de sauver tout le mois de novembre, là, si on calcule qu'on a mis les lumières le 1er novembre. Donc, il y a aussi moyen de mettre des minuteries. Que ce soit mécanique ou... ça, on peut trouver ça en grande surface. Oui, puis en fait, il y a différents types de modèles. Ça, on peut choisir des minuteries qui se programment vraiment toutes seules. Fait que, par exemple, on peut allumer les lumières à 5 heures parce que c'est beau, on vient du travail, on arrive à la maison. C'est ça, il commence à faire noir. Oui. C'est pas nécessaire de garder les lumières ouvertes non, une fois qu'on est couché aussi. Jusqu'à 5 heures, exactement. Puis, par exemple, mettons qu'on les met de 5 heures jusqu'à minuit, on en profite. À minuit, généralement, les gens, ils se couchent. Il n'y a personne qui passe dans la rue pratiquement. Donc, tes lumières, tu les laisses un peu allumées pour rien, si on peut dire. Donc, puis en même temps, on sauve justement, on économise. Donc, c'est préférable. Et que ça peut être une option. La semaine passée, on avait parlé des ampoules d'ailes. Oui. Ça se vend aussi au niveau du... au niveau de la décoration. Oui, de la décoration. Donc, c'est préférable d'utiliser des ampoules d'ailes parce qu'en fait, c'est économique. On le sait, c'est ça, puis ça dure plus longtemps aussi. Oui. Donc, justement, on achète des ampoules comme on peut acheter des guirlandes de lumière. Ils vont durer peut-être 40 saisons des fêtes au lieu de durer comme 2 ou... c'est ça. À chaque fois, on en rachète à chaque année, donc c'est ça. Oui, exactement. Fait que ça peut être une option. Puis c'est sûr qu'ils sont un peu plus chers, mais à ce temps-ci, j'ai vu, il y a beaucoup d'annonces, puis il y en a beaucoup qui sont en spécial, donc ça peut valoir la peine. C'est temps d'aller les acheter, là. Oui, exactement. Puis, dans le fond, j'avais obtenu une statistique qui disait qu'un sapin qui est éclairé, parce qu'on se demande tout un peu comment ça peut coûter, hein? Donc, un sapin qui est éclairé avec des grosses lumières ordinaires, là, à incandescence, ça peut revenir environ à 15 $ en électricité pour la période des fêtes. Alors, on peut dire que c'est pas si énorme, là. Mais si on utilise des ampoules d'ailes, ça va revenir à 24 sous pour la même période. Donc, on s'entend que...
Peut-être pas la première. Oui, là, on parle en termes d'électricité, parce que c'est sûr qu'il faut les acheter. Donc, la première année qu'on les achète... Ça coûte plus cher. Oui, ça coûte un certain montant d'argent. Parce qu'on l'avait dit, c'est un petit peu plus dispendieux. Oui, à l'achat. Mais après ça, tu vois déjà la différence, ça peut valoir la peine. Puis, en fait, comme on disait, ici, il parlait que il y a 70 lumières d'ailes vont consommer à peu près 4 watts d'énergie. Fait qu'il parle qu'on pourrait installer jusqu'à 22 000 ampoules pour atteindre une consommation de 1300 watts. Mais il y a personne qui va mettre ça. Il faut vraiment être un peu sauté. Là, à moins qu'on ait une maison on veut vraiment mettre la totale. Mais c'était juste pour dire à quel point est-ce que tu pourrais en mettre gros pour que... Au niveau de puis ça reviendra au même montant, en fait, à la même quantité d'énergie. Donc, ça peut valoir la peine. Absolument. Oui, exactement. Puis il y avait un autre aspect aussi que je pense qui est intéressant de parler, c'est de la surchauffe. Oui, ça c'est vrai. Dans le temps de Noël, c'est pas tout le monde qui connaît vraiment l'électricité, tout ça. On branche toutes sortes de choses. Oui, c'est ça. Puis on relie ensemble. On n'y pense pas trop, on laisse ça, c'est beau. Puis oui, exactement. On met les fils en dessous des tapis, puis tout ça. Souvent, sur les prises, on utilise déjà comme, je sais pas, moi, si par exemple, il y a déjà la télé, il y a différents appareils électriques qui sont dessus. Télé, il faudrait vraiment mesurer la quantité d'ampérage qui est utilisée parce qu'en fait, il faut pas, pour ne pas surcharger puis faire sauter, c'est ça, exactement. Les fils et tout ça qui peuvent causer des incendies. Alors, il n'y a personne qui a envie de passer au feu pour Noël. Non, absolument. Donc, ce serait important à vraiment vérifier tout ça. Puis même, j'avais des petites informations qui disaient, par exemple, qu'un circuit de 15 ampères, on peut alimenter des accessoires électriques à peu près jusqu'à 1500 watts. OK. Mais ça, c'est vraiment dans le maximum. Fait qu'ils disent qu'il ne faut pas l'utiliser au maximum tout le temps. Non, puis pas sur une longue période. On peut peut-être y aller pendant une certaine période, mais vraiment pas l'étirer. Puis, en termes de, mettons, pour donner un exemple, dans les décorations de Noël, tu as une ampoule incandescence, ça consomme 7 watts d'énergie. Juste une seule. OK. Oui. Donc, par exemple, si on a une guirlande de 100 ampoules, on est déjà rendu à 700 watts utilisés. Fait que sur le, mettons, 1300 watts. Il faut faire attention. Là, si en plus on branche la télé, qu'on branche Non, c'est ça, système de son, exactement, DVD. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Oui, exactement. Donc, il faut faire attention. Puis si jamais on s'y connaît pas, puis qu'on n'est pas capable de vraiment calculer, parce qu'en fait, on peut trouver des informations sur Internet qui peuvent nous aider à justement mesurer puis calculer, voir jusqu'à combien on peut aller, combien, par exemple, notre télé, ça en utilise, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est vraiment... C'est sur le site d'Hydro-Québec, il doit y avoir oui, ça vaut la peine d'aller voir. L'information. Puis, de toute façon, en cherchant des informations sur Internet, sur les décorations de Noël, on trouve vraiment, vraiment beaucoup de choses. Alors, ça vaut les la peine. conseils aussi, ça vaut la peine d'aller jeter un œil avant de... Puis, il connaît, tu sais, appeler un électricien, au pire, là, il s'y connaît mieux que tout le monde. Oui, donc, exactement. Je pense aussi avec les années de pratique ou d'expérience, je pourrais dire, on commence à se rendre compte qu'en regardant les factures d'hydro, OK, je pense que cette année, je vais réduire, je vais fermer mes lumières à partir de minuit, je vais les ouvrir à 18 h. De toute façon, c'est plus joli, comme on l'a dit. C'est peut-être que certaines personnes, ça leur dérange plus ou moins, mais je pense que ça vaut quand même la peine quand on s'y met, vraiment quand on voit juste la différence de prix. Juste pour un arbre, par exemple, on parle de 15 $ à 24 Non, c'est ça fait la différence. Oui. Ça vaut la peine de le faire. Donc, merci, Marie-Ève. On va maintenant passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Chantal Arès, je suis de chez Plantes et Décors Véronneau et je vous invite à entrer dans notre féerie de Noël. Je vais vous parler de nos sapins. Les sapins, il y a différents types de sapins. On a des sapins enneigés, on a des sapins étroits, on a des sapins de couleurs, on en a des bleus, des blancs, des argentés, on en a des or, on a des sapins style épinette, on a aussi des sapins qui sont comme des gros pins enneigés, lourdement enneigés. On a des sapins de forme conique, on a des sapins de forme, des gros pins qui font très tout réconfortant, très fourni. Alors, on a différents types de sapins. Puis, comment on fait pour le choisir? Évidemment, on va regarder avec qu'est-ce qui nous intéresse. Les gens qui aiment le style très naturel, épinette qu'on est allé chercher dans le bois, ça se fait aussi dans l'artificiel. Alors, on en a ici dans nos magasins. On a aussi des sapins qui sont plus urbains, plus contemporains, différentes couleurs. On en a, comme j'ai des rouges, des étroits. La façon
de choisir notre sapin, il faut regarder au niveau du type de tige qui est utilisé. Alors ici, on en a, on appelle un sapin cachemire pour nous. C'est différentes formes, il fait qu'il est très fourni, mais de la façon, qu'est-ce qu'on a utilisé comme matière nous permet de donner vraiment un très bon prix au sapin. Il y a le nombre de lumières qu'il faut regarder, puis le type de lumière. Il y a les lumières d'ailes, donc 20 000 heures. C'est un sapin qui va être plus dispendieux. Par contre, vous n'aurez plus de problème là, de section qui ne fonctionne plus. On a aussi les sapins avec lumière incandescente. Alors, ces sapins-là, nous, on utilise seulement avec des smart lights, ce qui veut dire que s'il y a une lumière qui brûle, le restant du sapin demeure allumé. Alors, ça, c'est bien important. C'est souvent ce qui fait la différence d'un prix de sapin. Pour un même grandeur de sapin de 7,5 pieds, exemple, on peut avoir 500 lumières, on peut avoir 700 lumières, on peut avoir 800 lumières. Alors, c'est important de vérifier ça quand vous cherchez votre sapin. L'autre chose aussi, il y a les formes de notre sapin. On a des sapins de 7,5 pieds qui vont avoir 48 pouces à la base, donc puis il y en a d'autres qui vont être 30 pouces à la base. On y va, on va avoir un espace plus étroit. On a aussi les types de sapins qui sont enneigés. Vous allez en voir plusieurs ici qui sont très différents les uns des autres. En fait, ce que vous allez retrouver ici, c'est uniquement des choses que nous avons importées, que nous avons décorées, qui sortent de l'ordinaire, que vous ne retrouverez pas ailleurs. Puis on travaille vraiment là, pour notre client à afficher les meilleurs prix pour la qualité du produit, tout en respectant là, les budgets de tous et chacun. De retour à Tendance IMO. Donc maintenant, Marie-Ève, on va parler des décorations professionnelles. Donc, moi, ça, je pense que je suis pas très d'accord avec ça, mais je vais te laisser nous expliquer c'est quoi, Exactement. puis après, je vais donner mon avis. Comme on venait de parler juste avant d'aller au topo, c'est qu'en fait, il faut quand même faire attention lorsqu'on installe les décorations. Mais il n'y a pas seulement que ça aussi. Des fois, il y a des gens, des fois, ça ne te tente pas, des fois, tu manques de temps, tu préfères vaguer à tes occupations ou faire du sport à la place. Donc, ces gens-là vont opter pour des services professionnels clés en main pour l'installation de leur décoration. Donc, tu fais un téléphone, OK, moi, je veux que vous veniez installer les décorations de Noël chez moi, puis pas besoin de s'en mêler, pas besoin de monter dans les arbres, pas besoin de... Non, pas besoin de rien faire, tout est fait pour vous. Oui, exactement. Puis, en fait, la façon qui fonctionnent ces entreprises-là, c'est que c'est vraiment... ils fournissent les décorations, ils viennent les installer chez toi, puis après ça, ils viennent les désinstaller, ils repartent avec. Oh, OK. Donc, ça convient à une certaine clientèle. C'est sûr que ça a un prix. Hein. Non, c'est ça. On ne peut pas demander juste de venir faire la porte du garage, non, par exemple. Non, c'est ça. C'est clé en main, donc ça vient avec... Mais c'est sûr qu'eux autres, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils ont... il y a une entreprise à laquelle j'ai parlé, elle s'appelle... c'est Inspiration de Noël, tout simplement. C'est très simple comme nom. On peut avoir des informations sur leur site Internet. Ce qui m'expliquait, c'est qu'ils ont vraiment des designers qui vont faire Ils vont aller voir la maison, ils vont faire comme 3 projets. Comme par exemple... Des propositions. Comme des de la portes à vie, un peu. Oui, exactement. Des gens qui viennent puis... Parce qu'ils regardent la maison, puis ils leur suggèrent en fait une certaine décoration, que ce soit au niveau de la porte d'entrée, autour des fenêtres, s'il y a un grand sapin en avant de la maison, autour de la porte du garage, etc. Est-ce qu'on peut donner notre avis? Oui, on peut choisir. OK. On peut, mettons qu'il y a 3 projets qui sont proposés, on peut prendre, je sais pas moi, il y a un élément qui nous intéresse dans le premier, puis un autre dans le troisième, on peut jumeler tout ça. Donc, on a bien sûr donc, un droit de regard, aussi. oui. Puis c'est sûr que ça fait certainement des décorations très tape à l'œil. Hein. C'est vraiment, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que c'est vraiment intéressant, puis on le voit tout de suite que c'est fait professionnellement. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr, probablement, je veux dire, tu payes, ça coûte environ, on parle d'au minimum 1 000 Minimum 1 000 ça, oui, ça inclut... pour une année, dans le fond, l'installation, les décorations de Noël et la désinstallation. OK, parfait. Donc, c'est tout inclus, OK, pour 1 000 C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le budget. Non. Puis comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est sûr que la période de Noël, c'est... Moi, j'aime le faire. Je décore chez moi pour mes enfants. Donc, exactement. Je pense que ça fait partie des traditions, ça fait partie du processus, en fait, du temps des fêtes, de prendre le temps de décorer. C'est du temps qu'on passe en famille. Donc, je trouve ça un peu triste, des fois, de voir ça. Mais justement, il y a des gens qui sont célibataires, qui sont tout seuls, qui travaillent 70 heures, 80 heures semaine, qui n'ont pas le temps. Oui. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution pour ces gens-là. Exactement. Mais en famille, je pense qu'on peut encore le faire avec les petits-enfants, les enfants. Puis il me dit que c'est souvent, bien sûr, dans les quartiers qui sont aisés, les quartiers riches, comme par exemple, il me dit qu'ils vont beaucoup à Fontainebleau, dans ces quartiers-là. Donc, c'est souvent des super belles maisons qui valent très cher. Donc, les gens veulent peut-être que leur maison se distingue de la masse et tout ça. Donc, peut-être qu'eux autres,
ils aiment bien paraître puis que leur maison soit très, ça brille. Belle. Oui, exactement. Donc, pour ces gens-là, bien, c'est intéressant de voir. Puis, les propriétaires de l'entreprise me disent que c'est vraiment de plus en plus populaire parce qu'ils font aussi des commerces, tout ça. Donc, non, mais ces entreprises-là font pas que des. C'est ce que j'ai pensé. C'est ça. Lorsque tu m'as dit décoration, j'ai tout de suite pensé au centre d'achat. Oui. Parce que là, c'est immense parce que c'est fait justement par des gens qui travaillent en mise en marché, qui travaillent font du visuel. Donc, c'est ça. Mais ils font vraiment de plus en plus de résidentiels. Donc, il semble que vraiment. Il y a une demande. Oui, il y a vraiment une demande en augmentation. Donc, on se dit, bon, finalement, peut-être qu'il y a énormément de gens qui manquent de temps. Non, c'est ça. On n'a jamais le temps. Oui. Donc, c'est intéressant. Parfait. Donc, merci, Marie-Ève. On va maintenant passer à la maison de la semaine et on revient tout de suite après. Zen et moderne, cette magnifique propriété construite en 2012 a de quoi faire tourner les têtes. Que ce soit pour la qualité des matériaux choisis ou encore pour la décoration digne des magazines, un coup d'œil s'impose assurément. Située dans le secteur Sainte-Dorothée, cette splendide maison comporte 11 magnifiques pièces, tout aménagées avec raffinement, dont 5 chambres à coucher. On ne peut d'ailleurs qu'être charmé par la finition haut de gamme qui saute aux yeux au simple regard. Le rez-de-chaussée est tout simplement magnifique. On y retrouve un grand salon particulièrement lumineux et à air ouverte avec une splendide salle à manger. Cette dernière, de grande dimension, permet d'accueillir facilement tous vos convives. Tout à côté se trouve une remarquable cuisine où la fenestration est importante. Les armoires, qui offrent beaucoup d'espace de rangement, impressionnent. L'espace de travail saura également plaire aux amoureux de l'art culinaire qui pourront s'en donner à cœur joie. Tout au centre de la pièce se trouve un superbe îlot qui, en plus d'offrir du rangement, possède un cellier intégré. La cuisine est si spacieuse qu'elle permet un coin repas supplémentaire qui donne une splendide vue sur la terrasse et la cour. Attenante à la cuisine se trouve une grande salle familiale qui permet une foule de possibilités d'aménagement. Une jolie salle de bain et une salle d'eau comblent le rez-de-chaussée. À l'étage se trouvent 4 magnifiques chambres à coucher, toutes décorées au goût du jour. La chambre des maîtres est immense. Dotée d'un grand walk-in, la chambre donne également sur une magnifique salle de bain, munie d'un bain et d'une douche séparée. Les 3 autres chambres sont toutes aussi grandes. Les planchers de bois sont tout simplement magnifiques et apportent une touche de chaleur très intéressante. Entièrement fini, le sous-sol très spacieux offre une possibilité intergénérationnelle, notamment avec son entrée indépendante et ses plafonds de 6 pieds. On y retrouve une magnifique et immense salle familiale, ainsi qu'une jolie salle de jeu parfaite pour les petits comme pour les grands. Le sous-sol compte également une grande chambre à coucher qui donne sur une magnifique salle de bain. L'extérieur de la propriété n'est pas en reste. En effet, avec sa façade en pierre et en bois, son allée en pavé uni et sa terrasse tout en bois, la maison ne peut absolument pas passer inaperçue. Un seul regard nous suffit à l'aimer et une seule visite vous convaincra sûrement de l'acheter. La maison, sise au 649 rue Janson dans le quartier Sainte-Dorothée, est offerte au prix de 699 000 $. En ce qui a trait aux taxes scolaires et municipales, elles sont évaluées à 4 800 $. On peut compter plusieurs inclusions, dont le lave-vaisselle Samsung, la hotte de cuisine en stainless, le système d'alarme, les 2 ouvre-portes garage ainsi que le système d'irrigation. Pour de plus amples informations sur cette magnifique propriété, contactez le courtier immobilier Christo Strifas des immeubles Chronos au 450 973 16 16. De retour à Tendance IMO, vous êtes toujours en compagnie de Stéphanie Germain et Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler de maison, encore une fois, à l'émission. Donc, maintenant, on va parler des quartiers. Oui. Il y a bien beau choisir la maison, mais il y a le quartier aussi qui vient avec. Donc, oui. Puis en fait, ça peut aussi être un très bon point de départ de trouver le quartier d'abord. Avant de trouver la maison. Oui, exactement. Parce qu'en fait, lorsqu'on achète une maison, ce n'est pas pour rester cloîtré chez soi à l'intérieur. Donc, il faut aimer le quartier. Il faut profiter aussi. Oui, exactement. Tout au niveau du voisinage aussi. Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Puis, en fait, ça peut vraiment donner une bonne idée parce que, d'un, on peut choisir, par exemple, une maison urbaine dans un quartier où les services sont disponibles à proximité, où le transport en commun est là aussi, donc pas nécessairement besoin d'avoir 2-3 voitures à la maison. Non, c'est ça. Donc souvent, on a peut-être une plus petite maison, mais on est à proximité des services, puis pas très loin de la ville. C'est ça. Exactement. Ou sinon, on peut opter pour une maison qui est plus grande, plus à la campagne, retirée, donc qui nécessite que chaque
chacun des adultes ou même les enfants qui ont besoin de se déplacer aient une voiture pour que ce soit aller à l'épicerie. Comme par exemple, moi, je demeure dans la région de Saint-Colomban, puis ce serait impossible de rester là si je n'avais pas de voiture. Non, c'est ça. Parce qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a rien de proche, tout est... C'est la forêt. Oui. Mais on a choisi d'aller rester là parce qu'en fait, on a pu prendre une maison plus grande, on a plus grand terrain, il y a différents avantages. Donc, c'est à vraiment considérer selon ce que chacun désire. C'est ça, selon ses besoins, en fait. Oui, puis c'est sûr, selon le budget aussi, parce qu'en fait, on peut se rendre compte, tu peux être en amour avec un quartier, mais te rendre compte que au bout du compte, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le budget pour non, exactement, pour t'acheter une maison dans ce coin-là. Donc, c'est sûr que ça peut être déterminant. Alors, c'est important de vraiment vérifier au niveau du voisinage. Puis aussi, il y a... Pour savoir, il y a des façons de savoir. Non, c'est ça. Comment on fait? Parce que je veux dire, il n'y a pas de document. Il n'y a pas de pancarte qui dit ici, secteur. Bon voisinage. Oui, bon voisinage. Mais d'un, lorsqu'on visite des maisons, c'est sûr que la première chose à faire, bien sûr, quand on cherche un quartier, on se promène. Oui. Puis même, il est recommandé d'y aller 2 fois, soit le jour et le soir, parce que des fois, c'est très différent. Oui, c'est vrai. Donc, d'aller voir le jour et le soir, si ça nous plaît, si ça nous convient. Si c'est l'ambiance, si on aime l'ambiance. Des fois, il y a des quartiers qui peuvent être plus bruyants. Exactement. Des quartiers où est-ce que c'est reconnu parce qu'il y a beaucoup d'enfants, donc il y a une vie très active. En se promenant, par exemple, le jour, la fin de semaine, on voit justement s'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le coin. Si par exemple, on a une famille ou qu'on pense à s'établir dans ce quartier-là pour fonder une famille, bien, ça peut être parfait. Ça peut être exactement ce qu'on cherche. Nos enfants se fassent des amis, se faire des amis. Parce qu'en fait, aussi, quand on achète une maison, on pense pas juste pour l'année là ou en fonction de nos besoins actuels, parce que par exemple, si on veut vieillir dans ce quartier-là, il faut voir aussi si dans 5 ans, si ça va encore correspondre à ce qu'on veut. Il faut voir les différentes possibilités. Peser les pour et les contre. Oui, parce que si tu achètes ta maison, puis là, tu n'avais pas planifié que tu fonderais ta famille tout de suite, finalement, tu es rendu comme avec 2 enfants, la maison ne correspond pas, le quartier n'est plus bon, tu es obligé de déménager. Tu sais, des fois, c'est pas... Ça crée beaucoup de complications qui auraient pu être évitées. Oui, si on y avait pensé. Donc, puis, bon conseil aussi qu'on peut faire, c'est quand on visite la maison, on peut très bien... C'est facile de poser des questions au vendeur, en fait, de savoir, lui, justement, au niveau des voisins, tout ça. On peut également, s'il y a des commerces proches, on peut aller s'informer. Ça se fait aussi, là, de... Non, c'est de poser des questions. Il ne faut pas être gêné de poser des questions. Puis aussi, c'est important de vérifier pour... Tu sais, on y pense pas toujours, mais la sécurité, c'est important aussi. Donc, surtout lorsqu'on a des petits-enfants, tu sais. Oui, puis juste en termes de vol, par exemple, si tu vas dans un quartier comme, par exemple, il y avait un quartier que je suis allée visiter une maison, puis j'ai su par après que c'était un quartier où il y avait beaucoup de vols. C'est un petit peu moins intéressant, parce qu'en fait, aussi au niveau des assurances, pour t'assurer, par exemple, ta voiture ou ta maison, si c'est un quartier qui est très à risque, si on peut dire, bon, ça va te coûter plus cher. Non, alors, ça peut être bien aussi de s'informer à ce niveau-là. Puis encore là, on peut toujours le faire par des vendeurs, par le vendeur ou même en parlant des voisins, si on en croise, en allant se promener quelquefois. De toute façon, quand on veut acheter une maison, je pense qu'il faut toujours bien réfléchir puis pas acheter sur un coup de tête. Donc, ça peut nous donner le temps. Ça prend du temps, c'est ça. De retourner, comme tu disais, une fois, même voire 2-3 fois, de retourner visiter le quartier le jour, le soir, en après-midi. Voir un peu aussi, je pense, la vie. Est-ce qu'il y a des centres communautaires? Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, il y a un site Internet qui s'appelle c'est www.homezilla.ca. C'est un outil de recherche utile. Tu rentres le code postal de la maison. Je ne sais pas si c'est vraiment le code postal. Je pense que tu peux rentrer l'adresse. Puis, donc, il y a une carte qui apparaît, puis ça peut te dire tout ce qu'il y a à proximité, par exemple, cinéma, marché, pharmacie, autobus, école. Donc, tu sais, ça peut être en étant chez soi, là, par exemple, devant son ordinateur, sans se déplacer. On peut déjà vérifier, oui, juste comme, tu sais, avant d'aller visiter, là. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Ça donne un peu l'idée du quartier, comme par exemple, si on tape le code postal, puis on voit que c'est un quartier où il y a beaucoup de café, où il y a café Internet. Si c'est ce qu'on cherche, on peut voir que c'est un quartier qui est peut-être plus jeune, plus branché. Donc, puis ça peut nous aider plus à nous décider aussi plutôt que, il n'y a personne qui a envie d'aller voir 35 maisons. Là, quand tu t'achètes une maison. Donc, des fois, si on recherche, si on a des critères particuliers, qu'on veut à proximité d'un hôpital, etc., bon, on peut très bien cibler déjà, premièrement, comme ça, puis ensuite aller visiter, c'est ça, exactement. de bien faire. Exactement. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut peut-être aider bien des gens. Donc maintenant, Marie-Ève, on a parlé de quartier. En fait,
tu vas nous expliquer en fait comment transformer le quartier. Oui. Justement, comme on expliquait en début d'émission, c'est sûr que lorsqu'on achète une maison, on ne reste pas à la maison cloîtrée, on sort, il y a le voisinage. Donc, comment créer un peu une vie... Une vie de quartier. Exactement. Oui, parce qu'il y a moyen de faire prendre la valeur à un quartier, parce que c'est sûr que ta maison aussi va... La valeur de la maison joue aussi avec le quartier. Tu sais, des fois, tu peux avoir une maison un petit peu plus modeste, mais si le quartier est très couru, vivant, tout ça, ça peut facilement augmenter la valeur de ta maison. Comparativement, si c'est une très grande maison, mais que dans un quartier qui fait... Il ne se passe pas grand-chose. Non, exactement. Ça. Donc, que c'est un peu mort, si on peut dire. Bon, c'est ça. C'est sûr qu'à Montréal, ça peut être plus facile parce qu'il y a les ruelles. Oui. Oui, mais encore là, si justement elles sont utilisées justement pour créer de la vie, tout ça, parce que c'est pas nécessairement parce qu'il y a des ruelles que c'est... Non, c'est ça. C'est le cas, là. Mais justement, dans les exemples, il y a justement, par exemple, les gens, quand on reste dans un cul-de-sac, il y a une foule de possibilités pour organiser des événements. On peut faire, par exemple, des bazars, des marchés aux puces l'été. On peut y créer une petite fête. Oui, un espace de jeu pour les enfants. Donc, tu peux faire comme une fête de quartier chaque année. Tu peux justement créer des jeux de hockey ou n'importe quel autre sport. Là, exactement. Puis tu peux en créer comme une habitude. Ça devient un lieu de rassemblement qui peut être simple. Et si tu restes sur une rue, des fois, là, il faut peut-être plus que tu trouves un parc ou peut-être un terrain vacant pour faire les rencontres. Parce que c'est sûr, si tu essaies de réunir tout le monde du quartier, ça peut faire beaucoup de monde. Non, donc, ça prend un espace. Ça prend un espace. Je pense que tout le monde peut y mettre du sien et créer une belle vie de quartier. Oui, puis c'est facile. En fait, c'est sûr que si on veut organiser un gros événement, généralement, ça va demander probablement un permis au niveau de la municipalité. Mais pour organiser, des fois, juste par exemple, une joute de baseball ou n'importe quoi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Là. Non, c'est ça. Donc, on concerte le voisinage et on fait ça ensemble. Puis t'en fais un peu une routine, des événements annuels, les gens s'échangent. Il y a moyen aussi, bien sûr, pour établir des communications entre les gens. Aujourd'hui, les gens, des fois, on ne parle même pas à son voisin alors que c'est celui qui reste directement à côté de chez nous. Non, c'est ça. Bien, on peut le faire, par exemple, avec l'Internet. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Tu prends les adresses de tout le monde, tu échanges des activités, tu échanges. Donc, tu crées un réseau avec ton quartier. Créer un réseau, ça se fait bien, c'est ça. Pour justement créer des liens, créer des activités, que tout le monde mette la main à la pâte. Si on peut dire que tout le monde participe, ça doit être très le fun. Dans mon quartier, ça se passe pas de même. Non, mais c'est ça. On essaie de créer oui, mais ces moments-là. Ça. C'est intéressant. Puis, en fait, il y a aussi, par exemple... tantôt, on parlait de la sécurité. Si on veut justement créer comme une genre de surveillance pour sécuriser le milieu, si par exemple ton voisin il s'en va en voyage, bien, je vais surveiller ta maison. Puis en échange, tu sais, dans le fond, on fait comme un peu des échanges, tu sais. Comme ça, tu sécurises le milieu. Puis tu sais que... sécurises le quartier aussi. Oui, par exemple. Donc, tu sais que quelqu'un va jeter un œil à ta maison pendant que tu ne seras pas là et vice-versa, tu le fais quand l'autre s'en va. C'est ça. On dort plus tranquille, donc ça crée une belle harmonie, une belle chimie dans le quartier. Oui. Merci, puis ça se dit très bien, justement, lorsqu'on, par exemple, on veut vendre la maison, tu sais. Tu sais qu'il y a plein de liens, le quartier est sécure, puis etc. Donc, je pense que c'est bien intéressant. Parfait, absolument. Merci, Marie-Ève. Donc, on garde toutes ces idées-là en tête et je pense que tout le monde va appeler leurs voisins. On va essayer de créer un espace plus vivant. Oui, puis de renouer avec les gens, sortir dehors, puis chose qu'on fait de moins en moins. Hein. Absolument. Donc Marie-Ève, pour toutes les informations de la journée, je pense qu'on peut les retrouver dans le Sac Plus. Oui, dans l'Écho de Laval, donc ça sera publié mercredi prochain. Parfait. Donc, merci beaucoup. Et à la maison, je vous remercie aussi et je vous dis à la semaine prochaine.